Donc, merci à tous d'être venus. Du coup, sur la demande du haut-commissaire, pensé faire un échange plutôt informel hein, avec le haut-commissaire, les institutions qui sont là pour discuter un peu des parcours des uns et des autres et du coup de l'apport que l'université a pu apporter pour vous dans chacun de vos parcours. Donc je ne sais pas, monsieur le commissaire, si on peut commencer l'échange ou si vous voulez dire un mot introductif. Micro, d'abord, je pense pouvoir parler au nom de ceux qui sont à côté de moi pour redire le plaisir qu'on a à être ici devant vous et parmi vous. Voilà, je pense qu'on a fait des grands, pas longs, mais des grands discours ce matin. Et donc, c'est aussi important qu'on puisse vous entendre et peut-être écouter chacun dans notre parti. Si on peut aussi répondre, si vous avez des questions sur votre avenir, ça, il y a beaucoup de choses est entre vos mains, mais une question sur la vie du pays, sur nos responsabilités et sur peut-être les attentes que vous avez. Voilà, alors on est entre nous, rien de ce qui se dira ici ne va sortir de Nouvelle-Calédonie, hein, de Grande Terre, donc on se parle librement, voilà, et de manière aussi décontractée que possible. Je ne sais pas si mes voisins veulent s'exprimer. Non. Alors, voilà. On va peut-être commencer tout de suite parce que les uns et les autres ont des impératifs d'agenda, de calendrier. Donc on s'est dit que voilà, on ferait des échanges avec les étudiants qui interviendraient et du coup ça peut être question-réponse également. Vous pourrez rebondir sur ce que les uns et les autres disent de leur parcours. Ok. Donc on a un peu désigné les premiers pour qu'il n'y ait pas d'attente. Voilà. Et ça a été sur dossier, etc., avec une tonne de questions. Donc on va commencer peut-être par Myriam, comme ça va ouvrir les débats. Donc bonjour, je m'appelle Myriam et j'ai donc cette lourde tâche de commencer. Et avant même de débuter, je voulais remercier nos enseignants. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est grâce à eux que nous, les L3, en tout cas, nous sommes arrivés jusque-là. Donc merci à vous. Et tout à l'heure, Amélie n'a pas été citée, notre doctorante qui elle aussi a participé au cours. Donc voilà, ça c'est fait. Je suis originaire du pays, j'habite à Koné, j'ai 32 ans, je suis maman solo. J'ai eu mon bac en 2006, j'ai très rapidement travaillé voilà, pour des contraintes personnelles. J'ai eu un petit garçon entre-temps et j'ai eu envie d'évoluer dans mon parcours professionnel pour lui offrir à lui aussi la possibilité de faire des études et d'aller le plus loin possible. Mais par contre, très rapidement, je me suis rendu compte que l'aspect financier pouvait représenter un frein. Je bénéficie de la bourse d'État uniquement par rapport à mon âge. Je n'ai pas eu la possibilité d'avoir la bourse Province Nord. Et donc voilà, c'est pas tous les jours facile, mais la motivation, l'ambition fait que je vais cette année avoir ma licence. Et malgré cet aspect financier, je compte poursuivre l'année prochaine sur un master en concurrence et consommation en métropole. Donc voilà. J'espère que d'ici là, mais j'ai confiance en vous et j'espère que d'ici là, l'aspect financier aura évolué. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On peut rebondir Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Mio Madjiri. Donc, je suis en 3e année et je suis originaire de Pouébou. Donc, l'université m'a permis déjà de reprendre mes études et puis d'acquérir de nouvelles connaissances, puis de participer un peu à ce projet en tant qu'étudiant, puis espérer continuer en master, si possible, ou
trouver un travail. Ceci dit, j'ai rencontré des difficultés au niveau du transport. Donc, le coût du transport, comme je suis originaire de Puebo, connais Puebo, ça, mensuel, je paye environ 10 000 francs par mois. Et quand je suis sur Koné, pour me rendre à l'école Les Flamboyants, ben, je marche à pied avec quelques copains. Donc, en fait, c'est juste faire part d'un réel besoin que je vois que c'est nécessaire pour les futurs étudiants. Voilà, c'est tout. Merci. On en fait un troisième et après vous rebondissez, c'est bon? Du coup, toujours au ministère. Josiane, c'est ça? Si elle est là, oui. Bonjour à tous, moi je m'appelle Josiane Timboinou, j'ai 25 ans, je suis originaire de Calagomène et la création de cette antenne, je suis aussi en 3e année comme mes camarades et la création de cette antenne m'a permis de reprendre mes études pour aussi évoluer professionnellement et parce qu'aujourd'hui, le bac est plus suffisant pour se trouver un emploi. Et ça m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances grâce à un bon encadrement pédagogique et grâce également à mes camarades de la promo. Et, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je suis originaire de Calagomène. Et tous les jours, je faisais la route aller-retour pour venir en cours au Flamboyant. Et ça représentait un coût pour moi, comme je n'avais pas de bourse, environ 30 000 francs par mois de carburant. Et tout ça pour des problèmes de logement. Et je souhaiterais vraiment que pour les futurs étudiants ici sur le campus, qu'il y ait une résidence universitaire. Voilà. Merci. Peut-être qu'on peut commencer à discuter ou vous voulez que... Avant que je passe, je vous laisse passer les micros. Je pense qu'on va faire il va y avoir plusieurs intervenants, je pense, parce que tout le monde s'est senti. Bon, d'abord le clin d'œil avec le ministère de l'Intérieur, quand même, je précise, parce que régulièrement le gouvernement réunit les représentants de l'État. Alors ici, ça s'appelle le haut-commissaire, mais métropole, ça s'appelle un préfet. Et donc on se retrouve dans ce qui s'appelle la grande salle des fêtes du ministère de l'Intérieur, avec, vous imaginez, 120 préfets qui sont quand même assez disciplinés normalement. C'est pas un endroit où on rigole beaucoup et on évite les plaisanteries. Et donc généralement les ministres disent évidemment il faut qu'on puisse avoir des échanges très libres, donc on souhaite qu'il y ait des interventions, que vous nous interrogiez, nous disent les ministres. Et donc généralement tout le monde est un peu comme vous, un peu prudent. Et donc voilà, donc le ministère quelques jours avant appelle quelques-uns pour dire tiens, tu es volontaire pour poser une question. Voilà, donc c'est pour ça que ça me rappelait cette petite comparaison. Voilà. Je pense qu'on va tous souhaiter vous répondre. Vous répondre. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des réponses à apporter. Sur le logement étudiant que vous avez été plusieurs à évoquer, on a évidemment pleinement conscience de cette exigence qui peut être une difficulté, et du fait qu'effectivement on a aujourd'hui ce campus qui est un magnifique outil. Je crois qu'on est tous conscients, on a mis beaucoup de moyens, mais évidemment il y a autour tout ce qui relève de la vie étudiante, alors qu'il y a une compétence largement partagée et assumée par les institutions calédoniennes, mais aussi avec une responsabilité de l'État, bien sûr, puisqu'on est dans le domaine aussi de l'enseignement supérieur. Donc nous travaillons avec la province et le gouvernement, mais l'université, bien sûr, pour avoir des solutions à la fois assez vite, de court terme, parce qu'on ne va pas construire un bâtiment en 15 jours, ça c'est pas vrai. Donc trouver une solution de transition
en regardant ce qui est disponible ici sur la ville, enfin sur Koné et autour. Il y a plusieurs formules possibles. On réfléchit à des solutions avec le parc privé, des formules de colocation, hein, qui ne sont pas toujours adaptées et où tout le monde n'a pas envie forcément d'aller dans ces formules-là. Et puis de trouver aussi des solutions d'hébergement avant de réaliser une résidence étudiante. Simplement, une résidence étudiante, c'est pas gratuit, donc il faut mobiliser des financements assez importants, hein, les ordres de grandeur qu'on a aujourd'hui, puisqu'on estime qu'il y a besoin d'une centaine de places, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas par tranche successive. Mais si on fait une résidence de 100 places, c'est quelque chose quand même qui va chiffrer autour de 1,4 milliard. Donc c'est quand même un peu d'argent, il faut trouver. Donc on est en train de trouver la bonne solution qui permettra aussi d'avoir des loyers pour les étudiants qui soient compatibles avec vos ressources et avec les bourses et avec les aides au logement qui sont du ressort de, je ne sais pas si c'est la Calédonie ou les provinces, c'est la Calédonie, pardon, même parfois moi j'hésite un peu, et parce que ce sont des responsabilités qu'on n'a plus, hein, contrairement au reste du territoire. Et donc voilà, donc on travaille en tout cas sur ce projet. Et pour vous, madame, qui envisagez d'aller en France poursuivre votre parcours, évidemment, il y aura le système des bourses demeure. Et puis je suis sûr que la Maison de la Nouvelle-Calédonie, qui est vraiment très tournée vers justement l'appui aux étudiants, saura aussi vous apporter son soutien quand vous serez sur place. Et vous avez déjà identifié l'université où vous vouliez aller ? Une ville étudiante s'il en est, donc vous serez au milieu d'agglomérations très dynamiques. Voilà. Je ne sais pas si les présidents veulent sûrement ajouter, compléter. Alors, le haut-commissaire a déjà dit beaucoup de choses. Moi, ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est malgré les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, hein, qui viennent d'être exprimées, logement, transport, et je pense qu'il y en a peut-être d'autres encore, financières, moi, ce que je constate, c'est que vous êtes là quand même. Et ça, je vous tire mon chapeau, hein, parce que ça prouve la volonté qui est la vôtre, malgré toutes ces difficultés, cette volonté de poursuivre quand même, de se débrouiller pour pouvoir faire en sorte de prendre les transports qu'il faut, de se débrouiller avec les logements qu'on a pour être présent. Et voilà, je voulais juste vous féliciter d'abord en vous disant ça. Juste pour que pour mon information, c'est moi qui vais vous poser des questions si vous voulez bien. D'abord la première question, parce que là les 3 personnes qui se sont exprimées sont, j'ai compris, 3 personnes qui avaient arrêté leurs études et qui ont repris leurs études après. Dans la salle là, qui est dans la même situation? Ouais. Donc c'est la grosse majorité, si je comprends bien. C'est une bonne moitié, au-delà même, j'ai le sentiment. Donc ça, c'est quand même une excellente chose, que cette université, cette antenne de l'université ici à Koné puisse permettre à chacun d'entre vous, qui pour des raisons personnelles, des raisons, toutes sortes de raisons, n'ont pas pu poursuivre leurs études à un moment donné, et qui peuvent aujourd'hui reprendre ce cursus universitaire qu'ils auraient peut-être voulu faire avant, s'ils n'avaient pas été empêchés par les circonstances de la vie. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et au-delà, pour parler quand même des autres, parce que les autres, vous êtes là aussi quand même, c'est ce que je disais un peu dans mon discours tout à l'heure, vous avez vraiment une chance extraordinaire, hein, j'espère que vous vous en rendez compte, d'avoir cet outil ici, malgré tout, avec des professeurs de très grande qualité. Et donc, maintenant, il faut que vous en fassiez ce qu'il y a de mieux de cet outil. Et là, c'est vous. C'est personne d'autre que vous, hein, qui allez être acteur et moteur et qui allait être le fruit de votre propre réussite, quoi. C'est vos efforts, c'est votre travail, c'est votre volonté, c'est votre courage, c'est vos ambitions. C'est tout ça qui va vous permettre d'atteindre l'objectif ou les objectifs qui sont les vôtres. Et donc rien que pour ça, je trouve que finalement on fait bien les choses. Là je dis on parce que c'est vraiment l'effort collectif qui a abouti au résultat qui est celui d'aujourd'hui.
Et quand je dis collectif, je pense aussi aux coutumiers, on disait tout à l'heure, hein, qui ont permis que l'université de l'Antenne s'installe ici. C'est vraiment cet effort collectif qui vous a apporté ça. Et rien que pour ça, je suis très très heureux de participer à cet échange. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être une autre question. Qui est originaire de Koné? Voilà. Donc là, donc la grande majorité est originaire d'ailleurs. Et vous êtes tous confrontés à ces difficultés de transport et tout ça qui a été évoqué par vos camarades. C'est quelque chose qui est assez général, je comprends. Très bien. Bon. Merci beaucoup. Et puis je vais passer la parole à M. Néautine, s'il veut bien, ou au sénateur. Merci pour les témoignages qui ont été donnés. Donc, on va dire, ce qui a déjà été dit par le commissaire, le président du gouvernement. Bon, on est des collectivités publiques, on représente l'État ou la Nouvelle-Calédonie ou la province. Donc, notre rôle en tant que province nord ici, c'est d'être à l'écoute des attentes de la population et puis de voir avec ce que l'on fait ici dans le Nord, c'est qu'on a une réunion qu'on appelle partenariale, 2 à 3 fois par an, entre la province et les maires de la province Nord. Parce que là, le sujet qui a été évoqué, là, le premier que j'ai entendu, c'est pour le sujet de bourse, là. Il y a un problème de transport, et puis logement. Alors donc, si je prends dans l'ordre des choses là, la bourse, j'apprends que la dame là dit que c'est à cause de l'âge qu'elle n'a pas eu la bourse là pour l'instant. Je vais vérifier parce que ces critères-là n'existent pas. On vérifie les... je veux dire, on traite les demandes déjà en priorité des gens installés dans la province Nord. Je dis autrement, il peut y avoir des populations qui viennent d'arriver et qui peuvent avoir d'autres possibilités d'avoir des aides de bourse plutôt que voilà. Moi, à ma connaissance, je ne sais pas qu'il y a un problème d'âge. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, voilà, donc, je suis président de la province, mais les dispositions, il y a des commissions d'élus qui revoient les dispositifs période par période. Je n'étais pas au courant je vais regarder ça de plus près. Moi, pour ce qui me concerne, moi, dans les dispositions qu'on a prises au départ, on donne des bourses, sans tenir compte des niveaux de revenus, pour les enfants de la province Nord. C'est ça le dispositif de départ. Mais comme on a des élus, tous chez nous, là, à province Nord, je ne sais pas, dans les 2 autres provinces, tout se discute en commission, où il y a tout le monde. Et donc, si la commission veut faire évoluer telle ou telle disposition, que ce soit pour l'habitat, toutes les compétences de la province, logement et autres, ça arrive en assemblée publique, et si la commission a donné un avis favorable, mais généralement, on fait intervenir les gens de la commission et on vote, puisque tout le monde est déjà représenté dans les commissions. Donc, il se peut qu'il y ait des dispositions comme ça qui ont évolué. Je peux en citer un exemple, des dispositions qui ont évolué. Donc c'est 25 ans, 28 ans, 25 ans. 28. Donc on regardera ça. Mais moi, je n'ai pas pour habitude quand on a ouvert les choses à Koné, on n'a pas forcément bien préparé. Le président de l'université est là. Donc, là-bas, à l'hibiscus, là, comment on dit ça là? Flamboyant, ouais, c'est pas la même chose. Hein? Ouais.
Ben oui, il y en avait pas. On savait, enfin, on a discuté du sujet. Donc, combien ils viennent d'où? C'est des gens qui travaillent déjà, ils peuvent être en famille, il y a le problème de transport et tout, etc. Donc, voilà, donc, on a bien intégré que si on ouvre la possibilité de retourner à l'université, je vais prendre la référence de départ pour ce qui me concerne, c'est l'opération 404. Au départ, c'était pour prendre des gens qui travaillent déjà dans des entreprises ou quelque part dans une collectivité. Donc, c'est des gens qui ont déjà un job, en termes en anglais, mais qui ne sont pas cadres. Et c'était dans le vivier Kanak, parce que c'est 400 cadres, Kanak. Donc, quand on est passé à l'accord de Nouméa, on a fait évoluer, ce ne sont plus que des Kanaks, c'est les Calédoniens. Donc, il faut justifier de ça. Citoyens calédoniens. Donc, il y a quand même encore une majorité de bénéficiaires Kanak. Donc, quand je dis ça, c'est pour dire que le dispositif 404 financé par l'État consistait à assurer pour un candidat 400 cadres ou une candidate 400 cadres qui a été auditionné et qui pour qui on a défini quel est le niveau de formation universitaire ou enseignement supérieur nécessaire pour que de là où il a déjà un poste, là dans la catégorie où il travaille déjà, il accède à un niveau de qualification, de formation qui en fasse un cadre. Donc il fallait que l'employeur continue à assurer la totalité ou une partie de la rémunération. Et il faut bien que le dispositif paye tout ce qui relève des besoins. Donc dans ce premier dispositif, les candidats étaient déjà financés par leur employeur habituel. Ce qui est pris en charge par l'opération, je crois que c'est toujours similaire aujourd'hui, c'est les inscriptions, les déplacements en métropole, si c'est en métropole, ou généralement c'était en métropole. Et ça, c'est financé par l'opération 404, État. Et donc, on pouvait bénéficier de ce dispositif, quel que soit l'âge. Donc, si on fait un effort de mettre une université, ce que je dis ici, là, pour nous permettre d'être à proximité de chez vous, forcément qu'il faut qu'on revienne sur le dispositif de l'âge en question, puisque apparemment, il y a plusieurs qui ont levé le doigt tout à l'heure, je crois, qui à cause de l'âge n'ont pas pu avoir la bourse, alors qu'on vous propose de faire vos études sur place. Donc il y a un décalage là dans le dispositif de la province. Donc ça peut servir à ça, cet échange, de permettre de réagir pour dire il y a un loupé là quelque part, parce qu'on a ramené à 28 ans alors qu'on était en train de mettre en place un établissement qui peut recevoir au-delà de 28 ans. C'est l'indication que je peux donner. Sur le sujet du logement, c'est ça? Un sujet du logement là. Dans le haut-commissaire, on a traité en partie. Voilà. Vous savez que dans le dispositif, si vous allez en métropole, aujourd'hui, donc vous avez la possibilité des cités universitaires, là, les CROUS, je ne sais pas comment ça a changé de nom. Et il y a aussi la maison de la Nouvelle-Calédonie à qui on a confié l'une des missions, c'est de servir à trouver pour les étudiants en formation initiale, ou 400 cadres ou autres, de pouvoir trouver un logement dans la région où ils sont inscrits. Donc si c'est ce qu'on fait avec la maison en Nouvelle-Calédonie en France. Pour ici, sur l'université ici, il faut bien qu'on s'assure qu'il y ait des possibilités de logement pour nos jeunes qui sont en province nord ou en Nouvelle-Calédonie. Donc le haut-commissaire ou monsieur le président a dû dire tout à l'heure que quand on a ouvert l'université ou le président de la CANDEC de Nouvelle, c'était pas à Nouvelle, au début c'est à Magenta. Après on s'est transféré à Nouvelle.
Mais il n'y avait que 2 bâtiments pour ce que j'en sais, moi. Mais c'était pour loger les étudiants qui viennent de Wallis et Futuna ou du Vanuatu. Il n'y en avait pas pour les étudiants d'ici. Et donc c'était un sujet aussi pour nos enfants qui vont de la façon que si vous venez des autres communes, vous venez à Koné, il faut qu'on trouve des solutions pérennes. Donc pour nous, l'occasion, ça a été les Jeux du Pacifique, qui nous ont amené toutes les collectivités à se mettre d'accord, parce que les Jeux du Pacifique précédents, en Micronésie, je ne sais pas où, les athlètes des certains pays ont revendiqué qu'ils n'avaient pas réussi leur performance habituelle, parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes conditions que ceux qui ont remporté les Jeux. Donc dans les Jeux du Pacifique maintenant, il faut que les athlètes soient logés dans les mêmes conditions. Donc les Jeux suivants, c'était précisément ici, et donc il fallait trouver une solution. Donc c'est comment on appelle ça? C'est la maison de l'étudiant qui gère ça à Nouville. Hein? Mais ça a été réalisé à l'occasion des Jeux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en province Nord? C'est un des sujets sur lesquels on échange. Puisqu'on a ouvert ce campus, il faut qu'on puisse identifier l'accès à des logements de façon pérenne. Donc, les solutions qu'on a dit tout à l'heure étudier, c'est de voir d'ailleurs, d'abord ce que le commissaire a dit. Il y a un opérateur social qui est présent en Nouvelle-Nord, en province Nord, qui s'appelle la SIC, qui développe des opérations de logement locatif ou social, qui en a réalisé un certain nombre, qui n'arrive pas toujours à louer. Pour ce qui est à louer. Mais il y a aussi les logements à accession aidée, c'est pour les familles, c'est des critères sociaux, en fonction des niveaux de revenus. Est-ce que la SIC, c'est une discussion en cours, on peut adapter le dispositif pour que certains logements qui n'arrivent pas à placer, est-ce qu'on peut les réaménager, je ne sais pas, pour permettre des colocations, des choses, ça, les termes, c'est ça? Je ne sais pas si c'est colocation. Enfin, qu'à plusieurs, vous mettez je ne sais pas. Bon, pas qu'il y ait des problèmes. Hein. Donc voilà, parce que ces logements, ils ont été faits F1, F2, studio, machin, truc. Mais il faut qu'on ait le niveau le niveau de disponibilité. Et donc, moi, personnellement, j'ai déjà parlé avec le président, M. Satché, il est président ou directeur? Directeur. Donc, il travaille là-dessus. Hein? Il travaille là-dessus. Donc, on va voir les potentiels et on fera suivre. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu des choses. Et puis, il y a d'autres possibilités. Mais est-ce qu'on va créer un campus? Pas campus. Campus, centre universitaire, moi. Parce qu'à mon époque, campus, c'était là où on logeait, mais là, c'est tous les trucs là. Bon, d'accord. Des logements comme style Crous, quoi. Logements dédiés aux étudiants, et on rentre, et puis quand c'est fini, on s'en va. Voilà, donc l'État a une expérience là-dessus. Nous, on a très peu. La seule expérience, c'est Nouville. Mais c'est la maison de l'étudiant qui gère à Nouville. Donc, est-ce que la maison de l'étudiant viendrait ou est-ce qu'il faut choisir un opérateur comme la SIC ou quelqu'un d'autre? Donc, voilà. Donc, désolé, on a ouvert les choses il y a 2 ans déjà, c'est ça? Ou 3 ans. On n'était pas prêt. Peut-être qu'on n'est pas plus prêt maintenant, mais on discute avec les partenaires pour essayer de flécher des possibilités pour ça. Donc, on y travaille. Et puis le sujet du transport, c'est un sujet, on va dire, qui concerne tous les niveaux primaires, secondaires et 3e cycle, je veux dire les études supérieures. On est dans un pays où les habitats sont très dispersés, la population est très dispersée. Et donc, sur une commune, il y a le transport communal, scolaire communal, mais obligatoire pour la commune, pour le primaire.
hein, pas pour les autres niveaux. Donc si la commune est en mesure d'organiser ça pour les autres niveaux, ben, peut-être qu'il y a quelque chose à payer, mais c'est sur le périmètre de la commune, hein, le prix du transport scolaire. Quand il faut faire un collège, moi dans ma commune il y a un collège, il y a un lycée, il y a au niveau du primaire il y a les 3 confessions. Hein. Donc la commune, ça dépend de la commune. Est-ce qu'on assure le transport scolaire pour tous les niveaux ou est-ce qu'on... Voilà, il y a la répartition des compétences. Donc c'est un sujet que je vais discuter avec mon collègue de droite. Parce que pour le transport des personnes et des marchandises sur l'ensemble du pays, c'est plutôt une compétence Nouvelle-Calédonie. Mais nous, les communes, on joue notre rôle quand on peut. Voilà. Donc je dis ça pour dire, il y a un témoignage pour venir de Gomen, c'est ça? Puis l'autre témoignage, c'est de Poemo. Hein? Voilà. Donc est-ce que le système rail, est-ce que le système, c'est ça qui coûte ces tarifs-là ou pas? Mais dès que l'on passe, qu'on sort du périmètre communal, votre commune va dire, mais moi je suis obligé à l'intérieur de la commune, pas en dehors. Donc je vais mettre le pied dans le plat. Donc nous, la province, on le fait pour les collèges et les lycées, mais on est en train de revisiter la chose parce que ce n'est pas vraiment une compétence communale, provinciale. Voilà. Mais je reviens à ma commune, je suis maire quand même d'une commune. Moi, dans ma commune, la commune assure pour tous les niveaux, lycée, collège et primaire, à l'intérieur de la commune. Mais c'est une décision de la commune, parce que je ne suis pas obligé de le faire. Mais pour passer d'une commune à l'autre, le collège de Bonimier, il y a des gosses qui viennent de la côte ouest, là, enfin des collégiens, ou au lycée. Donc, dans ce cas-là, la province a mis en place un dispositif, et c'était un peu ce qui était un peu en jeu l'autre jour pour le Covid-19, là, s'il fallait lever trop tôt, ben, nous, on avait un souci par rapport aux conditions de transport sur plusieurs communes. Donc c'est juste pour dire que je ne parle pas la langue de moi, je veux dire, le sujet, on le connaît, mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions, on va dire, comment dire ça, concertées. Parce qu'il faut cofinancer enfin, je veux dire autrement, les transports que la province organise pour les collèges et les lycées, je ne parle pas de l'université, parce que c'est la première fois qu'on est en train de traiter le sujet. Ben on a mis en place des transporteurs, ils sont sur appel d'offres, sur consultation. Mais des fois, les collégiens ou lycéens, ils ne veulent pas monter dans le car. Ils préfèrent se débrouiller. Ben, c'est un fait. Hein. Donc du coup, le transporteur, il réclame au bout d'un moment, ben oui, mais moi je roule pour rien du tout là, parce que nous on ne liquide que sur service fait. Donc, le nombre de gosses, enfin pas de gosses, des jeunes étudiants, excusez-moi le terme, ben, si le car est la plupart du temps vide, ben, on ne paye que les 10 ou 15 places réellement transportées. Donc il y a des tas de sujets qui vont avec ça. C'est juste pour dire que vous avez raison de poser les questions. On sait que le logement est un sujet encore non réglé. Le transport, ce n'est pas encore réglé pour ceux qui viennent de loin. Et puis, l'autre sujet, c'était quoi? L'âge. Bon, l'âge, je crois que c'est plus vite fait, c'est une décision de la province. Bon, il suffit de régler le problème. Gérard, tu veux dire quelque chose? Juste une question, pardon Samuel, juste une question par rapport aux 10 000 francs par mois, c'est ça, de transport. C'est ce que disait le président, c'est le réseau rail qui coûte ça. D'accord. Il y a aussi peut-être des choses à voir à ce niveau-là, au niveau prix étudiant ou je sais pas, tarif étudiant, enfin. Mais bon, quand on sait que le SMTI est déjà déficitaire, donc il peut être déficitaire un peu plus, hein. Non mais bon, on va regarder ça. Je voudrais indiquer un point
par rapport à ce que j'ai dit dans mon discours tout à l'heure, où j'ai parlé déjà de ces contraintes, j'en parle plus facilement parce que ça fera bientôt 3 ans que je vous connais, hein, pour l'essentiel. J'ai dit que les contraintes s'additionnaient en parlant du transport et du logement. Mais il ne faut pas non plus que ça apparaisse après pour les décideurs comme une addition qui crée un mur insurmontable, parce que les solutions, elles n'ont pas à s'additionner. Les problèmes de transport, ils existent parce qu'on n'a pas les infrastructures de logement. Si on règle les problèmes de logement, on n'aura plus à régler les problèmes de transport. Et par rapport au petit sondage qui a été fait, quand on voit tous ceux qui ne sont pas de la zone, ça veut dire aussi qu'il y a très nombreux autres étudiants potentiels qui rejoindraient l'université si les problèmes de logement étaient réglés. Puis je voudrais aussi dire un mot sur les taux de réussite qui, en effet, étaient très élevés. Le président Santa félicitait que vous soyez arrivé jusque-là. On a été un peu étonnés au début de ces taux de réussite parce que vous avez les mêmes examens qu'à Nouville. On les a expliqués de 2 façons. L'encadrement pédagogique de proximité et les petits groupes, c'est une certitude. Mais également la part des jeunes qui sont en reprise d'études et qui sont donc plus motivés que des néo-bacheliers ou des primo-entrants. Et cette population, c'est vrai qu'on ne l'avait pas anticipée parce que c'est impossible d'anticiper à l'avance, mais ça pose des nécessités d'accompagnement spécifiques, puisque la mobilité qui vous a été impossible après le bac, elle vous demeure largement impossible pendant la licence, et c'est pour ça qu'il y a déjà la totalité d'un cursus qui se fait à Baco. Oui, merci Samuel. Je comprends mieux maintenant le sens de l'invitation de monsieur le commissaire et de monsieur le président de l'université, pourquoi j'ai reçu l'invitation pour aujourd'hui. Donc c'est vrai que je suis élu à la province sud déjà, donc d'être en province nord, ça peut être un peu choquant, mais c'est par rapport aussi à la SIC qui a été évoquée par les différents partenaires ici. Et je suis plutôt content d'entendre les différents discours, notamment celui de la coopération entre les différentes institutions. C'est sûr que la SIC, elle est présente sur Koné même, elle est présente au village, mais aussi juste là à côté. Donc il y a des discussions qui sont en cours, il y a des travaux, il y a des idées qui se mettent déjà en place pour essayer de répondre justement à cette demande nouvelle, hein, de créer des logements étudiants. Il y a des solutions qui ont été évoquées ici par le président de la province Nord. Donc ça va dans le sens dans lequel on est en train de travailler nous aussi avec la SIC, parce qu'on est un partenaire technique qui peut apporter une solution aux différentes institutions qui travaillent ici sur Koné même et sur le campus. Et il y a des perspectives à envisager, notamment aussi sur le code de l'habitat en province Nord, qui est différent par rapport aux autres provinces. Mais voilà, ce sont les genres de discussions qui sont en cours pour essayer justement, comme l'a évoqué le président, d'essayer de voir des logements de la SIC qui ne sont pas occupés aujourd'hui, mais qui pourraient être attribués pour des sortes de colocations entre étudiants, parce que si j'ai un souvenir de ma vie étudiante aussi, ce n'est pas les cours qu'on a passés, mais c'est les à côté de la vie étudiante. Hein. Je crois que ça participe grandement aussi au succès des études, hein, et il ne faut pas oublier ce cadre-là. Si on peut évoluer dans un cadre agréable aussi en dehors des études, ça peut toujours aider à obtenir son diplôme. Donc il faut aujourd'hui se satisfaire de l'outil qui est ici, mais il faut envisager l'avenir, et l'avenir, c'est l'environnement immédiat qu'on peut offrir pour votre travail de tous les jours. Et ça, forcément, c'est un travail de coopération qui doit passer à travers les différentes institutions qui sont ici présentes, donc c'est très bien, mais aussi avec vous aussi par rapport à vos attentes, et sur le travail aussi avec la MDE, dont le directeur était là ce matin aussi. Il y a des perspectives à envisager pour faire en sorte que l'université, c'est vrai, c'est les murs, c'est les cours, mais il faut aussi envisager, après les cours, comment on fait pour passer du bon temps et puis pour continuer à avoir la motivation tous les jours. Voilà, juste petite intervention, Samuel. Merci. Justement, on va peut-être faire juste 2 interventions, une sur le cadre de travail que Henri, par hasard, c'est le hasard qui fait que Henri va intervenir, et Stéphanie sur la poursuite après les diplômes. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Henri. J'ai 21 ans et je suis originaire des îles, à Lifou. Et moi, j'habite à Pouya. Donc, le fait que
la licence puis ouvrir ici, ça m'a permis à moi de faire une reprise d'études, comme la plupart des étudiants. Et en fait, comme j'habite chez un oncle, parce que voilà, Pouya, quand j'ai commencé la licence, j'avais pas de moyen de locomotion. Oui, j'avais pas de permis aussi. Et puis du coup, voilà, j'ai habité chez un oncle, mais lui, il avait déjà des charges, il avait une famille. Et du coup, voilà, je rejoins aussi l'idée de ma camarade de classe sur les logements. Voilà, ça aurait été bien de qui des logements, et puis pas non seulement pour moi, mais aussi pour les personnes qui habitent l'extrême nord. Voilà, c'est juste. Henri, tu parlais du cadre de travail. Oui, cadre de travail aussi, pardon. J'ai oublié mon cadre de travail, c'était en fait... Dans le dossier. Chez moi. Ouais, chez mon oncle, il y avait peu de place, et du coup, j'ai pas de bureau, et moi, je dormais dans le salon. J'ai fait ça même en ce moment aussi. Du coup, voilà. Puis j'ai pas de... c'est ça, du coup, j'avais pas de cadre de travail, puis il n'y a pas aussi Internet, alors que c'est un outil fondamental pour travailler. Du coup, s'il y avait une résidence universitaire, ça aurait permis aussi de pouvoir travailler et puis de dormir aussi. Merci. Ah, merci. Merci. Stéphanie. Bon, Stéphanie. Bonjour, attendez. Oui. Du coup, bonjour à tous. Merci Samuel de m'avoir choisi par hasard. Par hasard. Du coup, je voulais remercier toutes les personnes ici devant moi. Je suis très honorée et un peu stressée. Du coup, je me présente. Je m'appelle Stéphanie Togolay, j'ai 21 ans et je suis originaire de Népouy, Pouya. Je suis en 3e année d'économie et gestion. Et je compte continuer en master et doctorat, pourquoi pas, mais bon. Du coup, j'ai bien entendu vos discours de ce matin par rapport au master. Non, pas par rapport au master, mais par rapport à la continuité. Oui, par rapport aux suite d'études en master ici au campus de Bako, si c'est possible. Merci. Voilà, merci. C'est l'autonomie de l'université qu'on a évoqué ce matin. Oui, je repars rapidement de ce qui a été dit également, à savoir la démocratisation de l'enseignement supérieur. Ça a été évoqué ce matin pendant les discours. Pour moi, la démocratisation, elle s'entend d'abord pour cet accès à l'élargissement de l'offre de formation en licence, pour avoir une certaine massification de l'accès à l'enseignement supérieur. Les masters, c'est vraiment le sommet de la pyramide universitaire avant les doctorats. Pour moi, je ne fais pas de promesses pour que vous soyez de bonne humeur, d'excellente humeur en ce temps. Pour moi, ce n'est pas une priorité de faire des masters à Bako, parce que les masters, pour avoir une valeur réelle, ils doivent être spécialisés. Plus ils sont spécialisés, plus les part d'étudiants lauréats d'une licence à pouvoir les rejoindre ou à vouloir les rejoindre sont faibles, donc plus les effectifs sont faibles, et les probabilités finales d'ouverture faibles également, puisqu'on a des seuils d'ouverture pour des raisons de rationalisation du coût des formations. En revanche, au cours de votre parcours de licence, vous vous êtes préparé à aller plus loin. Alors, j'ai expliqué que vos contraintes, je les comprends, notamment familiales, elles ne se règlent pas dès lors que vous passez de la première à la 2e année. Pour autant, une fois que vous avez la licence, vous êtes plus armé pour un certain nombre de raisons, plus âgé aussi, sans doute plus prête et plus prêt à faire des poursuites d'études. En tout cas, je pense que ça fait vraiment partie de la formation personnelle, au-delà de la formation universitaire, que de ne pas faire toute sa formation au même endroit. La formation d'enseignement supérieur, c'est une formation d'université universelle, ce n'est pas une formation qui a vocation à être un parcours du bac au bac plus 8 localisé. Il y a un moment où, d'une façon ou d'une autre, il faudra bouger quand même. Voilà. Peut-être, Samuel, du coup, on a le temps de poser une autre question, parce à moins que les intervenants veuillent répondre. Mais bon, vous parliez
du Covid-19. Bon, d'abord, notre espoir à tous, c'est qu'on ait rapidement un traitement ou un vaccin et qu'on n'ait plus, et puis je suis désolé de le rappeler, mais il y a d'autres risques dans la vie, hein, y compris ici. Hein, il faut être à certains égards prudent quand on conduit, prudent quand on fait la fête un peu plus que ça n'est raisonnable, mais nous, on a tous fait la fête, hein, donc il n'y a pas de sujet, mais à un moment donné, voilà, donc il y a d'autres motifs pour faire attention. Après, ce que je comprends ce que vous dites, c'est vrai, quand on regarde à l'extérieur, on a cette chance en Calédonie, hein, faut alors un petit peu de chance et puis beaucoup de travail pour les services sanitaires qui dépendent du président Santa, énormément d'investissements pendant des semaines et des semaines. Donc, mais voilà, notre espoir, c'est pas de rester enfermé, si je puis dire, et à regarder ce qui se passe à l'extérieur. C'est de pouvoir reprendre aussi des contacts les plus ouverts, pas simplement par visioconférence, avec le reste de la planète. Hein. La Nouvelle-Calédonie, elle vit aussi de ces échanges et de ce qu'elle est capable d'avoir comme interaction avec le reste du monde. Et vous qui êtes des jeunes générations, vous êtes aussi complètement dans cette dimension-là. Donc on attend tout ça avec espoir et avec beaucoup d'impatience. Après, il n'y a pas que, évidemment, que la métropole qui peut offrir des opportunités. Hein. Il y a tout l'environnement océanien, les accords de partenariat avec des universités de la région, qu'il faut évidemment saisir aussi complètement que vous pouvez. Et je crois que le mot d'ordre, en tout cas, c'est comme M. Lagadec vient de le dire d'une autre manière, c'est de vous projeter, d'avoir cette ambition de vous projeter et effectivement de regarder toutes les possibilités qui vous sont ouvertes, quitte ensuite évidemment à revenir ici, chez vous, là où vous avez vos racines et là où vous souhaitez vous établir. Évidemment que la Calédonie a besoin de jeunes diplômés qui ont suivi leur cursus, qui ont éventuellement vu d'autres expériences et qui reviennent. Et encore une fois, il n'y a pas que ce qu'on peut voir en métropole. Vous êtes une génération où c'est peut-être plus que la nôtre, hein, où c'est presque le monde qui est à votre portée. Hein. On a nos souvenirs d'études. On était quand même très dans nos établissements et on y restait. Hein. Erasmus, les échanges, tout ça, ça balbutiait. Voilà. Hein, voilà, il n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas tout ça. Alors, ceci étant, il y a quand même des dispositifs, outre ce qui est proposé à Nouméa, pour le coup, à Nouville. Il y a aussi des accords, des possibilités, évidemment, d'aller dans l'ensemble du système universitaire. Et puis, il y a ce qui peut être fait au travers de cadres à venir. Le président Néoutine évoquait 400 cadres qui s'est transformé en cadre à venir, avec des formations, effectivement, qui se veulent aller vers le sommet de l'enseignement supérieur, vers des parcours professionnels. Il y a ces classes préparatoires qu'on est en train de multiplier, ou l'accès aux classes préparatoires pour des concours. Il y a quelques jours, avec le président Lagadec, on signait une convention pour que l'Université de Calédonie s'inscrive dans le processus d'aide à à rentrer dans la classe préparatoire pour ceux qui souhaiteraient être... Alors ça ne va pas concerner peut-être beaucoup ici, mais dans le parcours d'officier de gendarmerie, mais il y a une classe préparatoire avec l'ENA, qu'on va signer dans quelques jours avec cette école. Il y a d'autres, il y a Sciences Po, il y a les formations dans le monde de la justice, il y a des jeunes calédoniens ou calédoniennes qui réussissent à intégrer ces parcours. Il y en a régulièrement. Donc on a aussi des capacités, et après, une fois qu'on est dans ces parcours, il y a un accompagnement financier, pédagogique. Enfin, ce sont des choses qui sont quand même... Alors tout ça n'existait pas. J'allais dire, quand on avait votre âge, tout ça n'existait pas. Donc vous avez aussi des outils, au-delà de ce campus ici, et de cette qualité qui vous est apportée. Vous avez aussi, pour la suite, bien sûr, le nombre de places est compté. Bien sûr, il faut passer des sélections. Bien sûr, comme Thierry Santal disait à la fin de son discours, ça demande de la persévérance, du travail, mais si vous êtes là, c'est que vous avez déjà franchi une partie des étapes. Et donc vous avez quand même de plus en plus de possibilités. Et je sais que Isabelle Chimanti, là, qui était présente ce matin, est très désireuse de pouvoir nouer des partenariats supplémentaires avec l'université et l'antenne ici,
pour vous permettre, c'est la responsable de Cadre Avenir, pour vous permettre ensuite d'accrocher ces parcours. Alors tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain, comme si c'était on claque les doigts puis en avant. Ça serait vous raconter des histoires, mais c'est le travail qui est engagé pour que vous puissiez pleinement profiter de l'ensemble du parcours. Voilà, je ne sais pas si les présidents ou le sénateur de la République souhaitent... Je voulais simplement... donc le président de l'université a répondu pour est-ce qu'il peut y avoir des masters ici, ou il a donné les raisons, quoi, qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'effectifs, quoi. Il y a des conseils scientifiques et autres là, qui valident les choses. Moi, ce que je voulais simplement redire, parce que c'est un peu dans mon discours ce matin, c'est de dire que ce campus nous permet, vous permet d'accéder sur place. Mais c'est sûr que vous n'allez pas tout faire ici. Et puis le Covid, je pense qu'ils ont déjà répondu. Quand il y aura un vaccin, ça sera... même nous... Moi, depuis le Covid-19, je n'ai pas été en province sud encore. Voilà. Donc c'est cette semaine qui vient là que je vais y aller et aller en France. J'attends d'avoir le vaccin. On va faire des visioconférences peut-être. Bon voilà, mais je veux dire, on est un petit pays. On est un petit pays, donc il faut s'ouvrir au monde et dans toute une recherche d'excellence et de qualification pour quelque chose qu'on a envie de faire pour son pays, on peut avoir besoin d'aller ailleurs, ne serait-ce que pour avoir de l'expérience. Voilà. Donc vous avez voilà, je veux dire, il ne faut pas s'interdire d'aller ailleurs, mais évidemment, il y a des phénomènes nouveaux comme le Covid et autres, mais c'est toujours profitable de voir ce qui se passe ailleurs. Donc, juste pour donner un petit... Le commissaire vient de dire que... Désolé, j'ai un problème d'eau là. Nous, à l'époque, moi je suis parti en France faire mes études en 1972. Il n'y avait pas la maison de la Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas de trucs comme ça. Quand on partait à l'époque, si on avait la chance de réussir 3 années universitaires de suite, on pouvait avoir un voyage payé. Donc ça veut dire on y va et on y reste. Puis on se débrouille pour ça, sur place, de monter dans le train. Une fois, j'ai arrêté un train, parce que j'avais chaud en hiver. Donc j'ai tiré sur la manette qui était au-dessus, je crois que c'était pour ouvrir la fenêtre, mais ça a bloqué le train. Les mecs, ils ont couru partout, j'ai fait semblant, mais c'était toujours tiré le truc. Donc ils m'ont engueulé. Donc, je veux dire, les conditions aujourd'hui, il ne faut pas, je veux dire, il y a des problèmes sanitaires et autres, etc., mais les choses ont beaucoup évolué. Et même ceux qui accèdent à des diplômes de ceci ou de cela, mais quelquefois, c'est bien de travailler un peu aussi ailleurs. Ne serait-ce que déjà dans le Pacifique. Voilà. Je veux dire, on a des générations qui vont à l'université de Fidji, en Papouasie, ou au Vanuatu, ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande. Donc on fait quelque chose dans le nord pour nous accrocher, nous, donc il faut qu'on s'adapte pour vous accompagner, les besoins qui ont été exposés. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs et puis prendre de l'expérience ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Peut-être que s'il y a d'autres thèmes qui n'ont pas été abordés, on a parlé du logement, de résidence, des poursuites d'études. Je ne sais pas s'il y a d'autres thèmes qui veulent... Pas la cantine. Ah oui, le resto. Qui était? Donc bonjour, moi je m'appelle Eliane Masso, originaire de l'IFO, habite sur Coné, fait l'école à Nouméa. Moi j'aurais pu, à l'inverse de tout le monde ici, j'aurais pu peut-être
poursuivre mes études à Nouméa. Ce n'était pas dans mes plans de venir ici, mais en fait, ça a servi. Ça a servi non seulement pour se former, compétences, tout, mais aussi bien avec mes camarades. Parce que nous, comme on est les pionniers, pour ne pas dire cobayes, et ben, ça nous a unis. Et par rapport à d'autres, ce n'était pas un projet de reprendre des études. C'était juste tester une université de proximité, en fait, un petit groupe. On se partage beaucoup, on est là pour chacun. Mais moi, le problème rencontré, en fait, c'est plus avec monsieur le Haussaire. Enfin, c'était par rapport à la bourse du vice-rectorat. Et cette bourse, en fait, elle a été refusée parce qu'on avait des histoires d'indépendance avérée. C'est parce que, alors, on n'est plus scolarisé. Du coup, on n'est plus sur l'avis d'imposition des parents. Quand on nous demande pour faire dans les démarches, les papiers à fournir, on a normalement notre avis d'imposition. Et puis, on a notre avis d'imposition, l'avis d'imposition à fournir. On est majeur, du coup, on fournit notre propre avis. Et finalement, en fait, ça ne passe pas parce qu'on nous réclame l'avis d'imposition des parents. Alors qu'eux ne nous déclarent plus, du coup, c'est juste, voilà. Et on est plusieurs à avoir fait la demande. Et Dieu merci, parce que, ou peut-être monsieur le président de la province Nord, parce que, enfin, en L3, voilà, on a réussi à être entendu au moins par la province. Merci. C'était clair, hein? C'est une question dont j'étais au courant, qu'on a essayé de voir avec les services du vice-rectorat, qu'on n'a pas réussi à solutionner. On aurait peut-être dû voir ça directement avec monsieur le vice-recteur, mais on gère aussi d'autres problèmes de bourse. Alors c'est bien parce que ça faisait quand même quelques mois que je n'avais plus entendu parler de ça, donc c'est une piqûre de rappel. On échangera avec monsieur le vice-recteur. Oui, mais en fait, ça se mord la queue, quoi. Ils doivent fournir ils ont leurs propres ressources, mais il faut fournir celles des parents. Ils ne peuvent pas forcément même avoir les formulaires des parents, etc. Et donc, c'est l'enfer administratif pour un certain nombre d'étudiants. Donc, je pense c'est bien d'en reparler. Voilà, mais on en parlera tranquillement. On regarde ce que gagnent les parents, parce qu'il y a une obligation aussi pour les parents de ses enfants et d'assumer les charges. Donc, qu'il y ait un regard, c'est normal, mais je découvre le sujet. Donc, oui, c'est ça. Il n'y a plus de lien. C'est ça, c'est ce que je comprends. On essaye d'appliquer à une règle qui ne correspond pas du tout. C'est peut-être aussi le propre de ce que vous avez indiqué, tous ceux qui reprennent des études ne sont plus dans le cercle familial pour X ou Y raison. Donc, je vais regarder, je découvre. Et en métropole, il y a des aides spécifiques qui permettent ponctuellement d'aider à ces situations. On ne bénéficie pas à cette hauteur de l'outil, c'est ce que j'ai mentionné en Nouvelle-Calédonie. On y travaille en tout cas, c'est sûr, parce que j'avais entendu le mot cantine. Alors on ne va pas prendre de questions sur la cantine, mais c'est sûr que c'est une problématique extrêmement connexe à celle du logement, parce que des logements vides de la SIC, là c'est une opportunité qui peut apparaître comme assez immédiate, d'autant plus féconde s'ils sont à proximité, parce que si c'est pour être répartis sur toute la commune, ça empêche de créer une vie de campus, une vie étudiante, et donc les effets mentionnés sur la réussite par la qualité de la vie étudiante ne seraient pas présents. Il en est exactement de même pour la restauration. Donc là, les décideurs entendent ces problématiques qu'ils ont déjà entendues, vu la connexité entre le logement et la restauration sur place. D'ailleurs, à Nouville, c'est la MDE qui fait les deux. L'université a délégué sa compétence pour les deux à la MDE. Juste pour vous montrer la prégnance de ces problématiques, cette nuit, monsieur le haut-commissaire, le ministre Blanquer s'est engagé, de ce que j'ai vu rapidement, à des repas à 1 € pour les étudiants. Alors, bon, ça ne sera pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, pour les boursiers. Donc, c'est pas applicable ici, mais ça montre que c'est des problématiques qui sont partagées bien au-delà de la Nouvelle-Calédonie. Sauf s'il y a une des dernières interventions, on va être un peu obligé. Je voulais juste préciser je ne donnerai pas de nom ni le nombre de personnes, mais un certain nombre d'étudiants qui ne mangent pas à midi depuis 2 ans et demi. Je vais parler fort. Voilà. Le président de l'université a entendu ça 2 fois, hein, donc on a des projets de redéployer un master que l'on faisait d'aménagement et de développement qu'on faisait au Vanuatu, de le redéployer en Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme, mais en l'orientant non plus simplement développement des territoires océaniens, mais aménagement, développement et gestion de projets. Donc on verra ce qu'il en est. J'entends aussi votre appétence pour le numérique. Et puis là, Isa... je vais compléter, j'y aurais pas pensé, mais des échanges que j'ai eus avec les étudiants, j'ai cru comprendre que les potagers qui sont entre les salles, oui, et que notamment les tomates, ça permet d'agrémenter les sandwichs du midi. Hein. Voilà. Vous dites que les frontières sont fermées, mais bon, on peut sortir de Nouvelle-Calédonie, ce que font des gens professionnels, je crois, le nombre de vols d'Air Calin. Alors évidemment, si vous voulez aller en Australie, aujourd'hui l'Australie est fermée, ça c'est sûr. Mais avec, en tout cas, avec la France, hein, le lien est maintenu et on peut y entrer en métropole sans difficulté venant des Outre-mer. Hein. Donc, y a pas, bon. Et puis, comme on l'a dit tous, on peut quand même espérer que c'est une situation qui va pas. Il ne faut pas baser tous ces projets sur un phénomène qui. Bon. Voilà, donc en tout cas, des liens existent. Ensuite, on peut revenir en Nouvelle-Calédonie, pas aussi facilement qu'on a pu le connaître. Et il faut accepter effectivement des conditions au départ de métropole, où il y a en ce moment un test obligatoire avant de prendre des avions pour les Outre-mer, hein, pour assurer la protection sanitaire des Outre-mer, Calédonie comme tous les autres. Et puis ensuite, évidemment, il y a cette période de 14 jours hein, qui est maintenue. Il y a beaucoup de confusion là, en ce moment sur certains réseaux. Il y a cette période de 14 jours décidée par les autorités sanitaires calédoniennes et que je mets en œuvre parce qu'il faut contraindre les gens à aller dans des hôtels et qu'évidemment, tous ne le souhaitent pas, donc on les oblige à le faire. Mais voilà, il y a 2 fois par semaine, là aussi, peut-être un peu moins dans l'avenir, il y a des personnes qui arrivent et qui font cette période pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis. Mais donc, voilà, le flux est beaucoup plus limité et compliqué, mais il existe. Voilà, mais souhaitons tous que cette période soit temporaire. Il est évident qu'elle a de telles conséquences, et encore, nous, ici, on a beaucoup de chance. Mais quand on voit les conséquences sur la santé d'une partie de la population du monde, on ne peut que se dire ça. Il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses. L'humanité en a connu d'autres, malheureusement. Il y aura d'autres choses. Donc, mais on s'attend quand même, pour compléter l'argument, à ce qu'il y a eu tellement de difficultés pour les familles à faire revenir les étudiants qu'elles soient moins pressées en faire partir d'autres en métropole pour des défis lointains. Mais vous avez tout dit, monsieur le commissaire. Juste peut-être oublier qu'à l'issue de la 14e, il y a encore un test PCR.
Et ça, mais c'est un élément important, parce que c'est grâce à ça, jusqu'à maintenant, que tous les cas positifs qui sont apparus ces derniers jours, ces dernières semaines, sont des cas uniquement importés. C'est-à-dire qu'on a pu déterminer, grâce au protocole qui oblige les gens à passer 14 jours à l'hôtel et de subir un test PCR à l'issue de la quatorzaine, et qui permet donc de protéger la population calédonienne et qui nous a permis à tous de revivre normalement en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Et ça, il faut aussi en être bien conscient. Mais comme vient de le dire le haut-commissaire, et je suis sûr que tout le monde le partage, tout cela, nous l'espérons, n'est qu'une période transitoire. La seule question qui reste en suspens, c'est quel est le temps de cette transition. Plus elle sera longue, plus ça sera compliqué pour tout le monde. Et quand je dis ça, je parle en tant que président du gouvernement, en ayant en tête le coût que représentent ces quatorzaines que la Nouvelle-Calédonie paye. Et je peux vous dire que ça coûte plusieurs centaines de millions. Hein, mais bon, on s'est organisé pour y faire face pour l'instant. Mais ça ne peut pas durer éternellement. Donc plus vite on sortira de cette période transitoire, mieux ce sera pour tout le monde, à tous les niveaux. Et plus vite chacun pourra à nouveau reprendre ses voyages comme il le faisait peut-être auparavant. À toute chose, il y a du positif quand même dans cette crise. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que les 4 mois qui viennent de s'écouler, notre système de tourisme intérieur, je ne parle pas de la période de confinement total, je parle depuis qu'on a déconfiné, il n'a jamais été aussi bien, il n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis que les gens ne peuvent pas voyager. Et finalement, c'est quand même un élément positif qui permet d'avoir quelques peut-être réflexions pour l'avenir. Il y a peut-être des choses à adapter aujourd'hui pour permettre d'une meilleure consommation locale à tous les niveaux, de produits, d'hôtels et autres. C'est quand même un élément positif qu'il faut souligner, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Je pense qu'on va rester sur cette note positive, parce que vu l'heure, les uns et les autres ont des... pardon, tu voulais... Dernière... Bonjour. Excusez-moi. Tout d'abord, avant de prendre la parole, j'aimerais m'abaisser et m'humilier devant vous et vous présenter tout le respect que je vous dois. Donc, je suis Bourban Waichonier Pauline. Je suis non seulement présidente de l'Association des étudiants de Nouvelle-Calédonie, mais aussi vice-présidente étudiante de l'université depuis peu. Donc, je suis votre humble serviteur. J'ai juste 2 mots à vous dire. Déjà, de 1, que au nom de l'association, on ne vous oublie pas. Et de 2, que je vous invite fortement à faire partie de toutes les commissions qui sont en place à l'université, que ce soit la commission de formation et de la vie étudiante, pour justement être représentant des étudiants, tout comme moi. Et c'est vraiment un message qui est important et que je veux faire passer, c'est que si vous voulez vous faire entendre, il faut que vous soyez aussi dans ces instances que l'UNC met en place justement pour les étudiants, pour nous, pour que nous puissions nous exprimer et que notre parole soit d'égal à égal à celle de l'administration, mais aussi à celle des autres institutions. Donc voilà, c'est juste un message que j'ai à faire passer en tant que non seulement étudiante, j'ai 21 ans comme au moins deux d'entre vous, donc pour vous dire, c'est un rôle qui est parfois difficile, dur, mais qui est important, parce que je pense qu'il est important de nous faire entendre et que l'université nous donne cette possibilité, et c'est une belle possibilité. Donc voilà, donc merci à vous. Je vous invite à faire partie de tous ces élus, étudiants, et je remercie aussi toutes les institutions qui nous soutiennent, et aussi M. Lagadec qui est vraiment avec nous et qui nous donne toutes ces opportunités.